J'ai découvert que derrière la vente, au-delà d'avoir juste des clients et de parler avec eux, il y avait un entretien structuré, la recherche de points d'appui, développer un argumentaire, traiter des objections. Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit c'est ce que je veux faire. On est un expert, déjà Nestlé de l'agroalimentaire, Nestlé Waters de la catégorie de l'eau mais des boissons de façon générale. Et ça c'est notre première proposition de valeur. On sait en parler, on sait quels sont les leviers pour développer le chiffre d'affaires. Si je dois le résumer, finalement ce que je retiens c'est de bannir le mot compliqué. Nestlé est une machine de guerre. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leurs équipes aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement et être plus efficaces avec de nouvelles méthodes de vente. 2 fois par mois, je reçois un expert de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et à nous laisser votre avis si vous êtes sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Vive la Vente, j'ai le plaisir de recevoir Clément Sutter, directeur du développement client de Nestlé Waters. Vous connaissez sans aucun doute Nestlé, mais vous ignoriez peut-être l'existence de Nestlé Waters, pourtant numéro 1 mondial de l'eau minérale. Alors voici quelques-unes de leurs marques pour vous rafraîchir la mémoire. Vittel, Perrier, Contrex, Épar ou encore San Pellegrino. En France, c'est donc notre invité du jour, Clément Sutter et ses équipes qui ont la responsabilité de développer les parts de marché et le chiffre d'affaires généré par ces belles marques. Alors, la vente chez Nestlé Waters, cela représente 600 millions de chiffre d'affaires pour une structure commerciale d'environ 200 personnes avec 50 à 60 références attachées de distribuer sur 40 000 points de vente en France. Et des enjeux passionnants, par exemple comment 80% de leur chiffre d'affaires est généré par seulement 20% de leur catalogue. Mais trêve de spoiler, comment ça va Clément ? Est-ce que j'ai bien résumé tout ça ? Paul-Étienne, moi ça va parfaitement. On est en train de finir le 3e mois de l'année, ça veut dire que nos négociations sont derrière nous. Et c'est la période que je préfère puisque là on est dans l'action, on a négocié les assortiments avec nos clients, distributeurs, que ce soit sur le circuit grande distribution ou sur le circuit hors domicile, et c'est maintenant que les équipes doivent le mettre en musique, donc s'assurer que nos assortiments descendent en magasin, c'est le moment le plus excitant. Quelle est la période, on va dire, le calme après la tempête, c'est maintenant ou pas ? Je crois qu'il y en a plus finalement, puisque à chaque période de l'année c'est temps forts, on a des temps forts commerciaux et des différentes phases dans la vente avec nos clients. Et on a également des temps forts de marque qui rythment notre année. J'imagine qu'on en parlera un peu plus loin dans notre échange. Exactement. On a en plus un cycle de vente assez particulier aujourd'hui. Nos auditeurs ont pu constater qu'on a eu souvent des acteurs avec des cycles de vente un peu plus différents. Je pense par exemple l'année dernière à notre épisode avec Coca-Cola. Et on va essayer de tirer toutes les meilleures pratiques de ce cycle de vente particulier avec évidemment ses avantages et ses désavantages. Au programme de notre épisode, on va donc se poser les questions suivantes. Comment garantir un alignement efficace entre ces équipes de vente internes au siège et ces commerciaux terrain ? Ensuite, on va se demander quels sont les enjeux, les avantages et les désavantages d'un cycle de vente saisonnier. Et enfin, quels sont les défis d'une vente liée à la régulation, alors que l'objectif n'est pas toujours de vendre en quantité, mais plutôt de soigner la qualité de ses marges pour maximiser un chiffre d'affaires qui est déjà impressionnant. Bref, en un mot, on va ouvrir le capot de la machine de vente d'un leader mondial. Alors pour commencer avec notre question classique d'introduction, Clément, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ? Comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? J'adore le mot tomber dans la vente parce que finalement ça démarre assez tôt, cette passion pour la vente. Souvent, en tout cas c'est mon cas, ça démarre par l'environnement familial. J'ai grandi dans un environnement avec beaucoup de commerciaux ou des gens qui étaient dans le domaine de la vente autour de moi, ce qui je pense forge une personnalité. J'ai toujours adoré convaincre, argumenter, remporter l'adhésion. Donc déjà à titre personnel, j'avais des marqueurs propices à faire une carrière commerciale. Ensuite, pour faire sourire, une fois étudiant, je crois que ce qui m'a motivé le plus, c'est que je voulais une voiture et je voulais une voiture neuve. Et donc, le début de ma réflexion sur ma carrière, c'était comment je peux faire pour que très rapidement, je puisse rouler dans une belle voiture neuve. Je referme la parenthèse. Je crois que ce qui m'a fait basculer définitivement, c'est en école de commerce, comme beaucoup. J'ai fait 3 ans à l'INSEC et on a eu un jour un challenge de vente avec des intervenants extérieurs où j'ai découvert les techniques de vente. J'ai découvert que derrière la vente, au-delà d'avoir juste des clients et de parler avec eux, il y avait un entretien structuré, la recherche de points d'appui, développer un argumentaire, traiter des objections. Et le jour où j'ai compris ça,
je me suis dit c'est ce que je veux faire. Intéressant de voir que c'est dans ton parcours étudiant que ça t'a donné envie de tomber dans la vente et surtout en école de commerce. Alors que d'habitude, chez Opto, on a un peu le réflexe de dire que les écoles de commerce, elles sont là pour apprendre aux gens à faire du management et moins de la vente. Mais finalement, c'est peut-être ce défi en particulier qui t'a donné aussi cette envie de tomber dans la vente. Si je ne me trompe, par la suite, tu as construit l'intégralité de ta carrière chez Nestlé Waters. Tu es arrivé en tant que responsable secteur en novembre 2004, ça va donc faire 20 ans. Et j'ai calculé que tu avais occupé pendant ces 20 ans pratiquement 10 fonctions différentes depuis, 9 pour être exact, je crois, parce que j'ai revu ton LinkedIn juste avant notre enregistrement. Quels sont tes principaux enseignements de ces 2 décennies, pardon d'accentuer sur la durée, passées à présenter et à peaufiner la proposition de valeur de la même entreprise? Finalement, quand tu fais une vingtaine d'années dans une entreprise, ce que tu apprends à décrypter, c'est les différentes phases. Il y a des phases de recherche de volume, d'autres phases de recherche de valeur. Tu as des stratégies différentes sur tes propres marques au gré du temps. Ce que je retiens en traversant ces 20 années au sein de Nestlé Waters, c'est au bout du bout, faut croire dans son produit. Et quand tu es en contact du client, quand tu es face au client, il faut pas avoir de faille quand tu parles de ton produit. Il faut en parler avec les yeux qui brillent. Et on le verra dans ce que je vais te raconter aujourd'hui, une grosse partie de ce qui fait la vente, à mon sens. Ensuite, le client, il achète une énergie. J'ai parlé de techniques de vente dans l'introduction. Finalement, ce qu'on va vendre au client, c'est aussi une énergie et son envie à lui de travailler avec vous. Donc de la conviction produit, une certaine agilité aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres leaders de leur marché qui savent continuer d'innover pour justement rester premiers. Je pense à notre épisode avec Edenred récemment. Par exemple, depuis 20 ans, comment est-ce que les choses ont évolué chez Nestlé Waters, à la fois dans votre proposition de valeur et aussi dans votre organisation commerciale? Comment est-ce que tu as vu les choses changer? Finalement, tu sais, nos structures, elles n'ont pas tellement évolué. Notre univers de concurrence a pas drastiquement évolué. On reste sur un marché extrêmement concurrentiel avec des acteurs qui sont clairement identifiés et des circuits qui, hormis le e-commerce qui est apparu maintenant et qui est une grosse partie de notre chiffre d'affaires depuis maintenant une dizaine d'années, finalement, le circuit de la grande distribution et le circuit du hors domicile restent nos circuits de prédilection. Donc, nos structures ont évolué en fonction de nos priorités, en fonction de nos focus, elles se sont ajustées. Néanmoins, pas de grands changements. On a une force de vente sur chaque circuit et on forme énormément nos équipes à l'explosion du e-commerce pour savoir d'abord en parler, l'actionner et en faire une grosse partie de notre croissance. Dernier point, pourquoi la structure finalement a peu évolué? C'est qu'on est sur un marché où l'innovation pèse pour beaucoup dans notre croissance. Continuer à innover sur un marché qui est plutôt mature, ça veut dire qu'il te faut des armes financières d'un côté, marketing, mais également des bras sur le terrain pour aller transformer et exécuter le lancement de tes innovations. Beaucoup d'enjeux différents à la fois dans la modernisation, et tu le disais, dans la modernisation dans un marché qui est déjà mature, ça demande de la méthode et heureusement la vente est une science, tu le disais dans ton introduction et sur les origines de ton parcours justement dans la vente. Entre 2016 et 2018, je crois que tu as aussi supervisé le développement de votre marque Perrier outre-Atlantique au Canada et aux États-Unis, avec de beaux résultats d'ailleurs, un CA de 350 millions d'euros. Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience à l'international sur tes pratiques de vente? C'est quoi la différence avec le fait de vendre en Amérique du Nord? Alors je pense qu'on pourrait faire un podcast sur ce sujet-là en particulier. Si je dois le résumer, finalement ce que je retiens, c'est de bannir le mot compliqué. On a certainement cette déviance française de commencer à répondre à une ambition ou à une opportunité par sa complexité. La mentalité nord-américaine est totalement différente. Donc j'ai appris à commencer par dire oui c'est possible à une opportunité qui se présente, à réfléchir ensuite, et si vraiment il s'avérait qu'elle ne l'était pas, jamais je bascule sur le non. En revanche, je rajoute autant de contreparties possibles à mon client pour que ce soit lui à l'arrivée qui fasse le choix, et je pense que c'est ce que j'en ressors de meilleur de cette expérience parmi bien sûr des centaines et des centaines. Donc si j'interprète un tout petit peu, est-ce que ça t'a donné un petit peu plus de champ de perspective, d'imagination quand il s'agit de parler contrepartie avec les clients, même en France par la suite? Je crois que la petite réflexe, c'est plus le fait de dire oui. Encore plus basiquement que le fait de rajouter les contreparties. C'est finalement, notre mentalité ne nous fait pas dire oui et réfléchir ensuite. Notre mentalité nous fait réfléchir et puis souvent dire c'est complexe, mais on va voir comment on peut y arriver. Et finalement, de commencer par le oui te donne déjà de l'énergie à toi, c'est la méthode Coué. Et à la fois, ce que tu renvoies à ton client, c'est une énergie tout de suite hyper positive. L'envie pour lui de te suivre. Et ça a été le cas sur mes 4 ans à travailler avec mes homologues en Amérique du Nord et sur les marchés US et Canada. On parlait d'un très bon chiffre d'affaires justement tout à l'heure. Est-ce qu'on peut continuer d'évoquer un peu le passé? Est-ce que tu peux nous parler d'une autre belle vente? Pas forcément en termes de chiffres, mais juste une vente qui te reste particulièrement en tête, qui a un peu marqué ton parcours de commercial. Comme tout vendeur, j'ai une vente qui me reste en mémoire.
Tu sais, c'est cette vente, j'avais à peu près 3 ans d'entreprise, c'est cette vente qui aurait pas dû se faire. Tu arrives sur un secteur, tu récupères un fichier client. Dans ce fichier client, tu as les historiques de ton prédécesseur. Et sur ce client, un grand boulanger parisien, tu vois, compte rendu après compte rendu, ne souhaite pas me recevoir. Et la réalité, c'était celle-là, puisque moi-même, j'ai essayé d'appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ce client était heureux avec nos concurrents. Il n'avait pas de raison de changer. Donc, en toute logique, il nous disait, j'ai pas besoin de vous voir. Et un jour, je suis passé devant leur bureau. À force, je connaissais l'adresse par cœur, tu penses. Et je me suis dit, je toque. Et ce jour-là, je me suis retrouvé nez à nez avec le propriétaire. Et ce jour-là, ça a été une affaire d'homme. Je pense que, tu sais, cette espèce d'alchimie où tu peux presque finir les phrases, c'est cliché, mais tu peux presque finir les phrases de celui d'en face. On a bien sûr parlé des marques. C'est comme si l'argumentation m'était venue de façon très spontanée. Et puis l'envie de bosser ensemble, tout simplement. Donc une rencontre humaine avant tout, puis bien sûr une conviction produit sur laquelle on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Une conviction produit donc que tu représentais bien au début de ta carrière, avec une proposition de valeur bien établie. Et justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette proposition de valeur un petit peu? Comment est-ce qu'elle a évolué et qu'est-ce qu'elle est en 2024, la proposition de valeur de Nestlé Waters? La réponse pourrait être différente en fonction du circuit dont on se parle. Néanmoins, il y a des constantes. La première chose, c'est que nos clients, des choses à gérer, ils en ont des centaines, avec des choses qui les passionnent, des choses qui les passionnent moins. Les achats, généralement, ça les intéresse, puisque c'est quelque chose qui rentre directement dans leur marge. Néanmoins, ils n'ont pas le temps de tout bien gérer. Et avant de chercher des marques, ils cherchent aussi un partenaire et un expert. Donc la première proposition de valeur, c'est que nous, sur cette catégorie, on est un expert, déjà Nestlé de l'agroalimentaire, Nestlé Waters de la catégorie de l'eau, mais des boissons de façon générale. Et ça, c'est notre première proposition de valeur. On sait en parler. On sait quels sont les leviers pour développer le chiffre d'affaires. Une valeur sûre et fiable, donc déjà, premier point. Exactement. Ensuite, c'est notre approche de la catégorie. Je le disais, on maîtrise la catégorie, on en connaît les leviers. Ça veut dire que dans ce qu'on propose à un client, on commence par lui expliquer toutes les raisons qui font qu'un consommateur va vouloir manger ou boire quelque chose sur sa journée, et qu'il faut que l'assortiment de notre client couvre un maximum de ces territoires pour générer un maximum de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un discours qu'on maîtrise aujourd'hui, qu'on explique aux clients, et après, souvent, ils nous laissent aussi travailler sur sa catégorie boisson pour développer le business. Le troisième point, c'est bien sûr nos marques, puisque les consommateurs cherchent nos produits. Quand on s'installe en terrasse, le client demande un Perrier. Quand on va dans un magasin, le client cherche de l'eau embouteillée, et souvent cherche une marque. On va acheter de la San Pellegrino parce que le soir, on a un dîner avec des amis à la maison, on cherche nos marques. Et forcément, c'est aussi une partie de la valeur qu'on va vendre à nos clients. Et le dernier point, je dirais, c'est notre incroyable orientation résultat. On est piqué à ça. Le client le sent généralement. Et il se dit que une fois qu'il nous aura choisi, on va pas se contenter de livrer les produits et puis attendre que ça se fasse. On va l'accompagner pour tirer le meilleur de son assortiment. Donc, on le disait tout à l'heure, de la conviction, c'est hyper important qu'on a de belles marques. C'est aussi un autre point sur lequel tu reviens. Et puis aussi, finalement, des experts du chiffre que vous représentez, de la rentabilité que vous pouvez apporter à vos clients. Donc finalement des experts des enjeux de vos clients. Et c'est important de revenir sur ce que vous vendez. Puisque quand on vend un produit aussi essentiel que de l'eau, qui est aussi en libre accès, hein, bien sûr, tu le parlais par exemple, le prospect d'acheter de la San Pellegrino, c'est peut-être parce qu'on a un dîner entre amis particulier et pas forcément pour sa consommation personnelle. Il y a une certaine différenciation à faire quand on vend un produit comme de l'eau embouteillée et avec beaucoup de concurrence aussi. Tu as cité de très belles marques. D'ailleurs, vous êtes les leaders mondiaux de l'eau embouteillée. Mais comment est-ce qu'on se différencie d'autres eaux? Je vais pas citer d'autres marques, mais on en connaît d'autres. Comment est-ce qu'on fait pour faire la différence en B2B? C'est quoi les arguments qu'on met en avant? Évidemment, la rentabilité, le branding. Est-ce qu'il y en a d'autres en termes de techniques de vente que tu peux nous citer? Oui, bien sûr. Déjà, il y a intrinsèquement ce qu'est ton produit. Au-delà d'être de l'eau embouteillée, ce sont des marques, on en a parlé. Il peut y avoir des conditionnements spécifiques qui vont avoir une praticité supplémentaire à tes concurrents, qui vont avoir un élément de différenciation. Depuis quelques années maintenant, tu l'imagines, il y a un argument hyper important également, c'est l'engagement de nos marques. Forcément, sur la RSE, on est souvent pointé du doigt. On vend un produit qui est conditionné dans un matériau qui est souvent stigmatisé, mais on a aussi, tu sais, beaucoup de conditionnements en boîte. On a plus aujourd'hui de références boîtes que nombreux de nos concurrents vendeurs de soft aujourd'hui. On a beaucoup de gammes vendues dans ce format aluminium. On a également beaucoup de formats en verre. Tu l'imagines bien, pour la partie hors domicile, mais également en grande distribution où on vend aujourd'hui des formats verts.
et où on teste actuellement, avec certains de nos partenaires, un système de consigne reposant sur ces formats embouteillés en verre. Donc j'en ai parlé, nos marques, la praticité de certains conditionnements, nos engagements RSE. Aujourd'hui, on est la seule marque nationale avec Vittel qui propose 100% de ses conditionnements à base de 100% de plastique recyclé. Aucune autre marque de cette taille et de cette envergure propose ça. Et ça, nos clients, ils sont incroyablement sensibles. Enfin, je suis presque surpris que tu m'en aies pas encore parlé. Bien sûr le prix, puisque nos clients regardent aussi le prix. Je dirais plutôt valeur et capacité qu'on va avoir à laisser de la marge à nos clients qui rentrent très vite dans les discussions qu'on peut avoir avec eux. Oui, j'allais plutôt parler prix tout à l'heure quand on allait parler des objections courantes, mais du coup on y reviendra, puisque je pense que peut-être la notion de prix peut quand même revenir dans vos sujets. Il y avait aussi quelque chose d'intéressant que tu m'avais dit en préparation. Alors, je sors un petit peu de nos questions préparées parce que je crois que je l'ai pas mis par la suite, mais j'avais envie d'y revenir pour donner un petit peu de la visibilité à l'audience sur tes sujets. J'étais étonné, moi, d'apprendre qu'il n'y a jamais eu autant d'eau vendue en bouteille en France qu'en 2022. C'est toi qui m'as dit ça pendant la préparation de ce podcast. Tu saurais expliquer un peu pourquoi? Je sais que tu m'avais notamment dit que finalement, la protection de l'eau embouteillée était un peu redevenue à la mode ou en top of mind, si j'ai le droit à mon premier anglicisme de cet épisode, pendant la crise sanitaire justement. On en parlait tout à l'heure, le plastique est stigmatisé, le matériau plastique est stigmatisé. Pour autant, premier exemple, à la sortie ou même pendant l'épisode sanitaire d'il y a quelques années, tout à coup, les légumes qui étaient conditionnés avec un film plastique devenaient ceux qui étaient le plus plébiscités par les consommateurs. Ça prouve en soi que la problématique n'est pas l'utilisation du plastique, mais le fait d'en faire bon usage, de le récupérer et de pas le voir flotter dans la mer. Donc une fois qu'on a balayé cette thématique RSE, qui est un sujet incroyablement important et sur lequel on passe beaucoup de temps, les gens ont confiance dans le produit qui est à l'intérieur de la bouteille, ils ont confiance dans la praticité de ce conditionnement. Ça reste un conditionnement qui est refermable, transportable, qu'on peut mettre dans un bac de tri et on sait que dans ce bac de tri, il sera récupéré. Et donc, le jour où on trouvera un conditionnement qui sera plus valeureux que celui-là, plus efficace que celui-là, bien sûr qu'on sera les premiers à y aller. Aujourd'hui, il n'existe pas et le jour où il existera, nul doute qu'on sera les premiers. C'est quoi les enjeux pour le reste de l'année 2024? Tu le disais, là, vous êtes post la période des négociations. Maintenant, c'est un peu le moment où vous rentrez dans l'arène, finalement, littéralement. Et non plus de manière figurée, puisque l'arène avant c'était les négociations et là vous avez le droit d'être en rayon. Donc c'est quoi les enjeux pour le restant de l'année 2024? Ensuite il faudra repartir au combat, en plus dans quelques mois j'imagine. Le plus gros enjeu, et il est passionnant puisque ça nous était jamais arrivé, on a réinvesti sur l'usine qui produit Perrier dans le sud de la France des millions d'euros comme on ne l'avait jamais fait. À tel point qu'on a dû suspendre la production de certains formats et donc cette année 2024 on revient avec une capacité maximum et une ambition incroyable sur cette marque, qui a plus de 150 ans maintenant, que les clients attendaient, que les consommateurs attendaient. Donc ce plan de relance est top of mind, pour reprendre tes anglicismes, dans la tête de toutes les équipes commerciales de l'entreprise. Ensuite, il y a nos innovations, puisque comme chaque année, on va mettre en marché des nouveaux produits, des nouvelles gammes, certaines qui sont de nouveaux conditionnements, comme un format bidon enfin sur notre marque Vittel, mais également beaucoup d'innovations sur nos gammes fruitées, autour des marques Perrier, San Pellegrino, mais également Vittel et Contrex. Troisième focus, c'est le combat du linéaire, puisque une fois qu'on a fini les négociations, il y a ce qui se passe réellement sur le carrelage, ce qui se passe réellement dans le magasin, et là, t'as beau avoir le meilleur assortiment de la Terre, si on te trouve pas dans les bonnes quantités dans ton rayon, tu vendras rien. Donc nos équipes là passent énormément de temps à se bagarrer auprès de nos interlocuteurs en magasin et face à des concurrents qui sont toujours très actifs pour avoir un maximum de position dans les rayons et faire rentrer tous nos produits. C'est la particularité de votre cycle de vente. Maintenant que les négociations sont un peu terminées, il faut s'assurer que ce qui a été conclu se retrouve bien en magasin. On va parler des particularités justement de votre marché, de cette vente saisonnière. Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur l'organisation de ta machine de vente? Tu as combien de collaborateurs, toi, sous ta supervision, et qu'est-ce qui distingue un petit peu le siège du terrain? En quelle quantité est-ce que vous représentez Nestlé Waters, etc. Alors, je vais commencer par te répondre sur mon scope personnel. Donc moi, je suis directeur du développement client. J'ai une équipe de 10 personnes qui sont catégorie managers, qui ont en charge, avec les négociateurs, de recommander un assortiment, de s'assurer qu'il arrive en magasin,
de négocier les plans promotionnels et les plans merchandising avec les enseignes. Ça, c'est pour le circuit grande distribution. Et j'ai 6 personnes qui sont attitrées à ce circuit-là. J'ai ensuite 3 personnes qui sont attitrées au circuit hors domicile, qui vont à la fois gérer le plan promotionnel, les assortiments avec les distributeurs, et qui vont gérer avec nos enseignes, celles que tu vois toi dans la rue tous les jours, Selecta, Hippopotamus, Autogrill, Burger King, avec qui on met en place tout au long de l'année un plan d'animation des marques pour booster notre chiffre d'affaires. Et enfin, il me reste une personne qui, elle, est dédiée au e-commerce, qui va travailler avec les 9 autres pour s'assurer que chacun, dans ses plans de développement client, va intégrer le volet e-commerce. Ensuite, il y a les commerciaux terrain, et c'est là qu'on rentre dans les proportions qu'on évoquait un peu plus tôt, près de 200 personnes sur le terrain, c'est ça ? La structure commerciale, dans son intégralité, représente 200 personnes. On a une structure siège avec une quarantaine de personnes, et donc sur le terrain, on a 150, 160 personnes, avec une grosse centaine sur le circuit grande distribution, avec beaucoup plus de granularité, beaucoup de magasins visités, et une cinquantaine de personnes sur le circuit hors domicile, où là, on ne va visiter que 2% de l'intégralité des points de vente, mais qui sont les plus gros faiseurs. Et qui vont ensuite peut-être faire étape de ruissellement pour les autres points de vente hors domicile. Je voulais revenir sur les étapes et la durée de votre cycle de vente. Il y a une notion qui est assez particulière dans votre proposition de valeur. Vous vendez pas autant que possible. Enfin, en fait, si, mais autant que possible selon un critère un peu particulier. Chez vous, il faut vendre bien et dans des quantités précises et régulées. Tu peux nous expliquer un peu les raisons, et je pense que ça dépend des marques aussi. Tu peux revenir un petit peu sur aussi cet aspect un petit peu spécial de votre vente ? Pour commencer à te répondre, oui, bien sûr, on est là pour gagner de l'argent. Néanmoins, on a une stratégie qui s'inscrit quand même dans la durée. Et ce qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi, pour reprendre tes termes, c'est que finalement, on vend une ressource, 1, qui est naturelle, et 2, à laquelle on n'a pas accès de façon continue sur l'année. Il y a des phases pendant lesquelles on est autorisé à prélever, et d'autres sur lesquelles on n'est pas autorisé à prélever. Donc ça conditionne également notre travail avec nos clients. On est soumis à des autorisations de prélèvement, on est soumis aux arrêtés sécheresse, dont tu peux entendre parler souvent pendant l'été. Et donc on prend des engagements de volume sur certaines marques en tenant compte de ces contraintes auprès de nos clients. Comment vous prenez en compte ce facteur un petit peu essentiel dans vos process de vente ? Comment est-ce qu'on peut justement essayer de tout le temps avoir un quota en particulier à respecter ? Je sais que la promotion en plus joue énormément sur la manière dont vous vendez, puisque vous faites aussi plus de marge lorsque vous faites peut-être moins de promotion ou peut-être plus de promotion, ça dépend. Est-ce que tu peux revenir sur toutes ces complexités et ces nuances qui font aussi la force de votre produit ? C'est là, et je le dis en souriant, c'est là où finalement je réalise face à toi que Nestlé est une machine de guerre. C'est-à-dire qu'on connaît ce business de l'agroalimentaire, on est structuré pour répondre à ces challenges. Tu vois, ça c'est mon historique avec les Américains, j'ai failli te dire problématique. Je préfère te parler de challenge, mais en fait, tu construis comme dans n'importe quelle entreprise agroalimentaire ou une boîte de tech un budget pour l'année suivante. On le construit peut-être un peu en amont, et ensuite on a des process qui sont réglés, mais comme du papier à musique, où tu vas calquer tes phases de promotion, tes temps forts en fonction de ta ressource. Pour autant, ça n'empêche pas qu'il y ait des ratés, justement parce que c'est pas une science exacte et que ce produit, c'est ce qui le rend passionnant, reste, quoi qu'il arrive, une ressource naturelle. Il faut peut-être pouvoir essayer de réduire au maximum l'imprévisibilité finalement dans votre marché. Je pense que c'est un enjeu que beaucoup de sales doivent garantir aussi. Donc il y a ces enjeux-là, et qui est encore plus accentué dans votre cadre de vente, de rechercher la marge, le bon volume pour maximiser le chiffre d'affaires et cette marge. Comment est-ce que vous faites ça ? Quelles sont un peu les meilleures pratiques de vente que d'autres directeurs commerciaux qui sont dans d'autres secteurs avec d'autres cycles de vente peuvent tirer de cette philosophie de vente assez particulière ? La première règle que j'ai envie de te partager finalement, c'est de pas mettre n'importe quoi dans ton budget. Parce que si tu mets n'importe quoi dans ton budget, à la fin, tu es obligé de faire n'importe quoi pour y arriver, et t'es pas sûr d'y arriver. Donc, bon, déjà, sur notre business, on n'est pas sur un marché de niche, on a des concurrents, nos clients, pour la plupart, sont fabricants de marques de distributeurs, donc on peut pas leur vendre n'importe quoi, et il faut en avoir conscience. Ça veut dire que quand tu construis ton budget, quand tu construis tes tarifs, il faut que tu les bases sur du rationnel. Tu es obligé de baser ton budget sur des éléments qui soient rationnels. Sinon, tu le fais à froid, et 6 mois plus tard, quand tu vas le vendre au client, tu vas le prendre dans la gueule. Et c'est le meilleur moyen de rater son budget. Le deuxième élément, c'est de travailler le mix. Tu as forcément, dans tes clients, dans tes gammes,
des produits qui t'apportent plus que d'autres. J'ai envie de te dire, c'est un basique. Souvent, la plus grande erreur, c'est de travailler soit en valeur absolue, soit en pourcentage, et de jamais réconcilier les deux. Il y a des produits qui vont t'amener de la valeur absolue, il y a des produits qui vont t'amener du pourcentage. C'est parce que tu trouveras le meilleur équilibre des deux que tu feras une bonne année. Donc ne jamais oublier de regarder et la valeur absolue et le pourcentage. Trouver le juste équilibre. Pour tout le monde, ça revient finalement un petit peu à cette même problématique. Est-ce qu'on peut revenir sur vos canaux de vente avant de parler un petit peu de vos prospects types et de votre ICP? On en parlait un peu plus tôt. Bon, d'abord les catégories, donc GMS, hors foyer, e-commerce. Est-ce que tu peux nous dire quoi représente quoi aujourd'hui pour vous? Alors, la grande distribution, ça représente 3/4 de notre business et le hors domicile représente 25% de nos ventes. On a des marques qui sont forcément surindexées sur le hors domicile, vous les voyez au quotidien. Perrier, Vittel, San Pellegrino sont des marques qu'on trouve énormément sur ce circuit, à la différence de Contrex ou Épar qui sont quasiment exclusivement commercialisés sur le circuit grande distribution. Je vais passer à un autre aspect de votre vente qui m'intéresse beaucoup. On en a pas mal parlé en plus sur cette saison 6 de Vive la Vente, c'est le partenariat. Il y a des entreprises qui appellent ça le channel, mais c'est sur des cycles de vente et des produits un peu différents. Vous nouez des partenariats très importants, c'est normal avec votre proposition de valeur, avec des acteurs comme Roland-Garros ou le Tour de France. Comment est-ce que ton équipe, partenariat ou alliance stratégique, je crois que ça s'appelle chez vous, comment est-ce qu'elle fonctionne? Et est-ce que tu peux rappeler, tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux rappeler combien de personnes est-ce qu'il y a dans cette équipe? Écoute, c'est une équipe de l'entreprise où il y a une dizaine de personnes, mais c'est regroupé avec les équipes communication de l'entreprise. Finalement, on est attaché à ce que ces partenariats fassent du sens pour les marques et qu'il y ait de réelles racines, que ce soit des partenariats qui soient signés pour la durée. Tu as cité Roland-Garros et le Tour de France. Pour autant, on a également beaucoup de partenariats dans le domaine de la gastronomie avec une marque comme San Pellegrino. On est partenaire du fooding, on est partenaire de Relais et Château, on est partenaire du Festival de Cannes. On a une académie de cuisine qui forme les jeunes talents de la gastronomie qui s'appelle la San Pellegrino Young Chef Academy. Et tout ça, c'est des partenariats qui existent maintenant depuis 10, 20, 30, plus de 40 ans quand on se parle de Roland-Garros. Et on est attaché à la durée dans nos partenariats avec ces institutions ou ces événements sportifs. Est-ce que vous faites attention à par exemple les JO ou les 80 ans du débarquement qui arrivent cet été? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en lien avec ça en particulier? Rien de particulier pour des raisons qui sont finalement assez variées. Les Jeux Olympiques à un niveau mondial ont déjà des partenaires boissons qui parfois excluent certaines catégories, donc on n'a pas forcément l'occasion d'y répondre. Et puis surtout, les Jeux Olympiques, on regarde à quel moment de l'année ça tombe. Et ça t'aura pas échappé que finalement on va enchaîner là cette année Roland-Garros dont on est partenaire, l'Euro de foot dont on n'est pas partenaire, le Tour de France dont on est partenaire et ensuite les Jeux Olympiques. En revanche, là où on se prépare aux Jeux Olympiques qui reste un événement incroyable et tout aussi incroyable ça se passe en France, c'est qu'on ait assez de produits pour livrer nos clients. Donc notre focus sur les Jeux Olympiques, c'est de bien gérer la supply, de s'assurer d'avoir produit assez de bouteilles pour pouvoir livrer l'intégralité de nos clients pendant cette période. Et puis dernier point sur les partenariats, il faut qu'ils fassent du sens pour les marques avec lesquelles on les active. Tu l'as cité, je vais reprendre l'exemple du partenariat Tour de France avec la marque Vittel. La marque Vittel, elle est ancrée depuis des décennies dans la vitalité. Et à ce titre-là, on est partenaire de l'organisateur qui est ASO, du Tour de France, du semi-marathon de Paris, du marathon de Paris, parce que ça permet d'avoir une plateforme de marque qui est hyper cohérente. Je continue de creuser un petit peu le fil de vos différents canaux d'acquisition. On le disait tout à l'heure, tes équipes sont extrêmement organisées. Vous jetez aussi un œil à des secteurs porteurs depuis maintenant plus d'une décennie, c'est-à-dire l'e-commerce, et vous y mettez aussi un focus. C'est quoi la part d'inbound et d'outbound chez vous? Elle doit être assez intéressante. Comment est-ce que vous calculez ça et comment est-ce qu'il y a du client inbound et comment est votre machine de prospection? Voilà, c'est une question tiroir, encore pire que d'habitude, mais j'y vais. Je vais commencer par te répondre sur le e-commerce puisque t'en parlais. Sur le e-commerce, 95% du chiffre d'affaires est réalisé avec nos clients historiques de la grande distribution. Il reste 5% avec des acteurs plus petits comme Oura.fr, La Belle Vie, qui sont des retailers en ligne, qui viennent se sourcer d'ailleurs chez certains de nos clients, qu'on va démarcher en direct parce qu'ils sont pas forcément matures sur notre catégorie et on vient rajouter notre catégorie à leur proposition de valeur. Ça, c'est pour le e-commerce. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est finalement sur le circuit hors domicile, où là, tu as 400 000 points de vente partout, de la vente à emporter, le restaurant, de la distribution automatique. Et là, il y a ceux avec lesquels on travaille et il y a le démarchage commercial au quotidien réalisé par nos équipes de vente, où là, finalement, on va intégrer 200, 300, 400 nouveaux clients, partenaires chaque année, par le démarchage commercial de nos équipes. Ah oui, ça c'est énorme. Donc il y a quand même une bonne part de prospection
de prise de rendez-vous et de new deal en fait chez vous. Bien sûr. Quelles sont les autres pratiques commerciales et managériales sur lesquelles vous êtes expert? On avait vu tous les deux que tes collaborateurs ont les mêmes formateurs, les mêmes méthodes, les mêmes techniques de vente que celles de vos responsables commerciaux. Et je voulais te demander si c'était pour mettre la relation client au centre de votre proposition de valeur. Sur quoi est-ce que vous êtes particulièrement expert? Tu l'as dit, la méthode de vente, c'est vraiment les racines de notre approche commerciale. Elle est au centre de tout. On forme l'intégralité des commerciaux de l'entreprise à cette même technique de vente. Ce qu'on rajoute à ça, c'est une profonde culture de l'objectif, qui sont des valeurs d'entreprise, l'orientation résultat. Ensuite, c'est le culte de la relation client. Certaines entreprises font pas ce choix-là. Nous, on fait le choix d'être constamment proche du client. C'est généralement d'ailleurs salué par des enquêtes qui sont faites par des organismes indépendants qui viennent juger les forces de vente des différents industriels. On est reconnu pour cette capacité à créer du lien et à entretenir cette relation commerciale. Ce qui tient plus au manager, c'est de savoir se faire mal aussi. C'est de pas se contenter de l'acquis et d'aller chercher la moindre opportunité et de tout faire pour aller la conquérir. Et finalement, si je devais résumer tout ça, ce qui nous passionne, ce qui nous anime, c'est de savoir créer la préférence du client. Tu sais, ce moment où le client il a une problématique sur la catégorie des eaux, il a droit qu'à un coup de fil, et ce jour-là, il faut qu'il appelle quelqu'un. Et ce qu'on dit à nos équipes, c'est que ce jour-là, le client, il faut qu'il pense à toi en premier, et ça conditionne énormément de choses dans la relation client. Tu le disais, une relation de confiance et un peu humaine aussi, hein, quand tu parlais de ta plus belle vente et de ce fameux grand boulanger parisien, ça passe aussi par ça. Donc la vente est une science, il faut pouvoir réduire l'imprévisible au maximum, mais aussi assurer cette petite part d'inné, cette petite part de relation humaine. Et on parlera peut-être un peu plus tard de comment est-ce que tu fais pour recruter justement les gens qui ont ce sens-là du relationnel. Mais on parlait aussi de la différenciation produit. Tu me disais que vous parlez de plus en plus de prix désormais, ce qui était quelque chose que tu voyais moins avant. C'est quoi justement les objections les plus courantes que vous pouvez avoir, notamment sur le prix donc, s'il y en a, et in fine, comment est-ce que vous justifiez la place que prennent vos produits dans les rayons? Puisque c'est à ça finalement qu'on s'attache quand on parle avec son client, c'est justifier la place de vos produits dans ces rayons. Oui, excellent. Oui, le prix, bien sûr, peut en être un. Mais finalement, j'ai envie de te dire comme n'importe quel produit. La RSE, nos engagements sociétaux, en est une autre parfois, et puis c'est bien. Mais je préfère finalement parler de valeur plutôt que de prix. Le discours, il est rapidement très différent quand on parle de valeur. Et ça, c'est vrai sur le circuit hors domicile et sur les circuits sur grande distribution. Sur le circuit hors domicile, hormis sur des points de vente indépendants, avec nos grandes enseignes nationales, on s'adresse à des interlocuteurs marketing. C'est-à-dire que tu as signé ton deal avec la grande enseigne, et ensuite au quotidien, ton interlocuteur sont les équipes marketing de l'enseigne. Donc là, on va axer le discours sur l'image de notre produit au sein de l'image du client. Sur le circuit grande distribution, l'approche est forcément différente. On va vendre, j'ai envie d'appeler ça un package global dont le prix fait partie, mais on va vendre également au client un plan promotionnel. On va vendre également au client une exécution magasin, parce que finalement le client regarde son chiffre d'affaires, il regarde aussi la fréquentation de son magasin, à quel point il réussit à fidéliser des consommateurs ou des shoppers. Donc finalement, ce qu'on lui vend, c'est oui du prix, mais aussi, c'est aussi notre capacité à venir satisfaire les gens qui viennent faire les courses chez lui. Est-ce qu'on peut revenir sur les étapes de votre cycle de vente et sur la saisonnalité de votre cycle de vente? Tu m'arrêtes dès que je me trompe. Au début, on va dire en septembre-octobre, vous êtes dans la préparation de votre assortiment. Ensuite, vous rentrez en négociation. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu mois par mois et étape par étape le cycle de vente? Je vais te parler essentiellement du circuit grande distribution. Notre cycle de vente, finalement, il dure à peu près 6 mois. Il démarre en septembre, qui est le moment où on est absolument clair sur notre assortiment et notre stratégie commerciale. De là, on va rencontrer l'intégralité de nos clients. On va leur présenter un update de l'évolution de la catégorie et on va leur présenter notre plan de marque. Basé sur ce plan de marque, on va commencer à évoquer l'année suivante et ensuite s'enchaîne à peu près 3 mois jusqu'à fin janvier, qui est notre contrainte légale pour boucler nos négociations, pour se mettre d'accord, bien sûr, sur un prix, mais également un plan d'affaires. Puisque finalement, le prix est une composante du deal que tu as avec le client. Tu le disais, il y a aussi le plan promotionnel, l'assortiment, la quantité, la présentation du produit. Et surtout ta part d'offre, puisque tu imagines bien qu'il y a le nombre de références que tu vas travailler avec un client, mais il y a le nombre total de références qu'il va y avoir dans le rayon. Donc travailler l'un sans l'autre serait une hérésie. Bien sûr. Donc finalement, on a jusqu'à fin janvier
pour se mettre d'accord sur l'intégralité de ces éléments. Et ensuite, pour finir ce cycle de 6 mois, tu as la mise en place et la redescente de ces assortiments dans les magasins, le démarrage du plan promotionnel qui marque réellement la première transformation de ta négociation en magasin. Il y a toujours un plan promotionnel de mis en place. Tu peux revenir sur le développement des plans promotionnels que vous faites. Comment est-ce que ça s'articule? Comment est-ce que c'est réfléchi aussi à l'avance chez vous? Sur notre catégorie, alors on travaille sur une catégorie qui est historiquement et très promotionnée pour une raison qui est assez simple. C'est que notre métier, c'est de faire grossir une catégorie. C'est pas uniquement de faire grossir nos marques. Pour le client, ce serait une hérésie de donner plus de parts de marché à un industriel, si c'est pour le retirer sur l'autre, lui, il n'y gagne rien. Donc, notre approche du client, c'est de réussir à faire grossir la catégorie. Ça ne t'a pas échappé, on a un énorme concurrent, qui est vraiment la particularité de notre catégorie, qui est gratuit et que tout le monde a déjà chez soi. À disposition, exactement. Et finalement, la promotion, elle a 3 intérêts fondamentaux pour notre catégorie. Le premier, pour nos clients, c'est de générer du trafic en magasin, d'attirer les consommateurs dans son magasin. Donc, les clients sont extrêmement demandeurs. Ils nous envoient des appels d'offres qui correspondent à des périodes de l'année auxquelles on choisit de répondre ou de ne pas répondre en fonction de nos priorités business. Ça, c'est le premier intérêt. Il est commercial, d'attractivité du shopper pour nos clients distributeurs. Le deuxième intérêt, c'est que ça nous aide à maintenir l'intégralité de nos assortiments dans tous les magasins de France. La grande distribution en France, c'est à peu près 40 000 magasins. Donc aucun doute que dans un grand hypermarché, globalement, tu vas retrouver en permanence l'intégralité de l'assortiment que tu as négocié. Quoique c'est pas une science exacte, mais généralement, tu retrouves ton assortiment. Dans des magasins plus petits, avec des rayons plus petits, parfois, les chefs de rayon sont amenés à faire des choix et arrêtent de commander certaines références. Puis ils oublient qu'ils ont arrêté de la commander et finalement elle revient jamais. Or, quand il y a un prospectus, il est obligé de détenir l'intégralité des produits. Donc quand tu fais une promotion, tu t'assures également de maintenir ta diffusion de tous tes produits dans tous les magasins de France. Et finalement, le troisième intérêt, c'est pour nous, commercialement, de développer le chiffre d'affaires, puisque l'intérêt de la promotion, c'est de faire acheter 6 bouteilles à quelqu'un qui possiblement ne pouvait s'en acheter que 3 ou 4. Parce qu'il va faire ses courses chaque semaine le mardi, et que s'il n'achète pas 6 bouteilles, qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 jours? Il aura plus de bouteilles d'eau, il va utiliser l'eau du robinet ou boire un soft. Donc l'intérêt de la promotion, c'est de faire grossir cette catégorie pour que les consommateurs aient toujours une bouteille d'eau entre la semaine 1 et la semaine 2 où il fait ses courses. Donc on parlait de l'innovation en termes de plan promotionnel, de l'innovation produit aussi, parce que ça aide quand on propose un bidon de Vitel et du coup plus un pack de 6 à ramener chez soi, c'est peut-être un peu plus pratique. Comment est-ce que vous faites? C'est quoi les outils et les process que vous utilisez pour être en adéquation avec ce qui a été convenu avec les sièges? Comment est-ce que vous faites l'alignement entre ça et les commerciaux terrain et le chef de rayon qui est en train de toucher à l'assortiment qui a été décidé? Comment est-ce que vous faites pour garantir ce qui a été décidé finalement? Je reviens à la machine de guerre qui est Nestlé. Sur ces process-là, je souris à ta question tellement c'est des choses qui sont ancrées comme étant des basiques chez nous. Finalement, tout commence avec le partage de la stratégie d'entreprise, de la stratégie de marque et de la stratégie commerciale. Et ça, c'est mis à jour chaque année et c'est cascadé en toute fin d'année pour l'année suivante dans le cadre de la Réunion nationale des ventes où on regroupe l'intégralité des collaborateurs marketing et commerce pour présenter le plan de l'année suivante. Ça, c'est vraiment le premier milestone important de cascading. C'est quand dans l'année ça? Ça, c'est au mois de décembre. Ok. Les négociations sont pas forcément terminées, qu'on se penche déjà sur ce qui va se passer après, quoi. Exactement, puisque finalement l'assortiment est connu. Même si tu as un accident avec un client dans une enseigne, tu sais que ton approche commerciale sera celle-là. Mais tu sais pas non plus quel est ton assortiment comparé à l'assortiment de la compétition en fin décembre. Donc ça, vous devez peut-être réajuster un petit peu des nuances après, a posteriori. Exactement. Bon, c'est la part excitante du métier. Tu peux pas maîtriser ce que fait la concurrence, mais une fois que ça s'est fait, bien sûr que tu retouches et tu affines ta stratégie. Et là, j'ai envie de te dire, au mois de janvier, février, mars, tu calibres réellement les objectifs quanti-quali, à la fois pour le personnel siège et pour le personnel terrain, qui sont validés en comité de direction, avant d'être cascadés sur chaque circuit, au national et ensuite en région. Et ensuite, tout au long de l'année, bien sûr, tu as des points de passage avec des décisions qui sont prises en comité de direction, qui sont cascadées dans chaque région de façon bimestrielle lors de leur réunion.
Là, on a un peu parlé des avantages que vous avez dans les particularités de votre cycle de vente qui sont justement un petit peu plus bénéficiaires pour vous et dont les meilleures pratiques d'ailleurs. On parle de plan promotionnel, on parle de la préparation que vous mettez, de tous ces ajustements que vous devez faire qui sont un petit peu justement de votre côté. Qu'est-ce qui est plutôt désavantageux pour vous? On a la régulation, mais ça, j'aimerais bien qu'on en parle à la question suivante. Qu'est-ce qui est du coup un peu plus tendu pour vous à gérer? Finalement, t'en as parlé, c'est ce que fait la concurrence, puisque notre assortiment dépend aussi de la négociation de nos concurrents, et ça tu le maîtrises pas. Et le deuxième point, ça tient à ce qu'est notre produit. C'est-à-dire que la ressource naturelle, elle est fluctuante. On peut être soumis à des arrêtés préfectoraux qui vont nous empêcher d'embouteiller pendant une certaine période. Et ça, pour le coup, on peut pas le prévoir. Alors justement, c'est un enjeu qu'on a vu chez d'autres invités. On pense à Edenred et Lemonway. Je crois que tu tombes justement juste après dans notre programmation de Vive la Vente. C'est la régulation. Comment est-ce qu'on fait pour tenir ces commerciaux informés et experts de ces sujets-là? Nos commerciaux ont certainement le boulot le plus complexe de l'entreprise, avec un nombre d'informations colossal, un nombre de références, de conditionnements, d'outils qui est tellement énorme qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention à la bande passante. Donc il y a des niveaux d'information qui va les intéresser mais qu'on n'a pas forcément besoin de leur donner. Et ça, c'est vraiment la première question à se poser. Bien sûr, c'est un nice to have, mais est-ce qu'on va pas les engluer dans quelque chose d'encore plus complexe que ce qu'on voulait faire à l'initial? Ensuite, si oui, si vraiment on veut leur descendre ce niveau d'information, c'est comment on le descend, comment on le vulgarise. Soit on le descend avec les réunions commerciales dont je t'ai parlé, qui ont lieu avec les managers de région tous les 2 mois, ou sinon on fait des cascadings en webinar interne. Le webinar interne doit avoir son importance aussi, avec la digitalisation aussi énormément de tous vos process. C'est un peu peut-être l'un des moyens les plus spontanés de parler à l'intégralité de sa force de vente aussi. On peut parler un peu recrutement maintenant, si ça te va. Il y a quelque chose d'assez rare et impressionnant dans ton équipe. Je l'avais noté assez rapidement quand on avait échangé pour préparer ce podcast. Vous recrutez exclusivement en interne. Tu peux revenir sur les raisons d'une stratégie aussi particulière, j'ai envie de dire, de filtrer à ce point-là? Bien sûr. Alors, petite nuance, Paul-Étienne. La première, c'est que je te parle là de mon équipe, donc sur les catégories managers, qui ont généralement, on va dire, 6-7 ans d'ancienneté dans le domaine commercial et qui du coup ont déjà eu une expérience terrain et une première expérience siège. Donc ça c'est la première subtilité parce que finalement pour nos commerciaux sur le terrain, on recrute énormément en externe et souvent des jeunes diplômés de formation Bac+5 master, c'est le plus courant. Néanmoins, on est ouvert à d'autres profils, mais dans mon équipe, c'est vrai que je recrute exclusivement en interne. Maintenant, deuxième précision, l'interne, ça veut dire au sein du groupe Nestlé. Donc j'ai dans mon équipe des gens qui n'ont pas fait uniquement du commerce. Je m'attache à avoir différents profils, des gens qui ont idéalement fait ou de la supply chain, ou du marketing, ou de la finance, pour avoir au sein de mon équipe un panel de compétences le plus large possible. Et puis j'ai des gens qui sont 100% Nestlé Waters, mais j'ai aussi des gens qui sont passés par une catégorie café, qui sont passés par le pet food, et qui sont, ou par Nespresso par exemple, qui vont venir nourrir la richesse de l'équipe avec d'expériences d'autres catégories du groupe. Et tu le disais, peut-être des compétences dans d'autres domaines même, que ce soit la finance ou le marketing. Je trouve ça assez impressionnant tout de même d'avoir cette, on va dire, cette capacité, ce pool-là de pouvoir recruter chez Nestlé. Quand tu regardes chez qui tu peux recruter, ça veut dire que t'as environ combien de centaines de personnes potentielles ou voire même de milliers au sein du groupe Nestlé que tu peux regarder et te dire cette personne-là, je pourrais l'avoir dans mon équipe. Écoute, j'ai pas la statistique, même si je peux essayer de deviner, je peux essayer de jouer avec toi à un jeu de devinette. Le groupe Nestlé en France, c'est 13 000 personnes avec également les sites industriels. Maintenant, si je m'attache au siège, basé en région parisienne à Issy-les-Moulineaux, on est à peu près 2300-2400 personnes sur le siège. J'imagine que je pourrais m'adresser pour une candidature à au moins 200-300 personnes sur le siège pour leur proposer un poste de catégorie manager dans mon équipe. C'est ce que je voulais savoir, mais c'est quand même dingue de se dire que finalement vous avez une école de vente à la maison, entre guillemets. C'est aussi pour ça qu'on voulait te recevoir sur le podcast. Pour faire la différence entre plusieurs candidats en interne, comment est-ce que sur quels critères tu joues une fois que finalement tu as peut-être une candidate du marketing, un candidat de la finance, quelqu'un qui était en pet food ou pour Nespresso, même ailleurs. Selon quels critères on peut faire la différence entre des candidats qui viennent de l'interne? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a à apprendre pour nous, le recrutement qu'on fait peut-être en externe, pour les gens qui nous écoutent? Je t'en ai parlé. Moi, je m'attache beaucoup à avoir un mix dans le parcours du collaborateur entre le terrain, la compréhension du terrain.
Parce qu'on pense à la compréhension du terrain et à une première expérience siège réussie. On a dans ce groupe beaucoup de process internes, de validation. Et quand on a un projet, il faut savoir le porter, il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes. Et donc une première expérience siège, elle est pour moi stratégique quand on bosse dans la structure commerciale chez Nestlé Waters. Ensuite, la deuxième chose, je vais juger, mais comme n'importe quel recruteur, la préparation de l'entretien. Je vais la juger sur la connaissance de notre catégorie. Je vais juger également forcément l'envie et la motivation. J'aime bien dire l'œil qui brille. J'aime bien me demander pendant l'entretien si en face de moi j'ai quelqu'un qui a l'œil qui brille. C'est pas uniquement avoir potassé de façon très scolaire. C'est l'intérêt. Exactement, c'est de savoir montrer l'intérêt. Ouais. Et en complément, j'accorde énormément d'importance à la complémentarité d'équipe. Notre métier, il est complexe. Imagine que nous, finalement, notre métier, c'est de produire des produits qu'on va conditionner sur des palettes, qu'on va pousser au bout d'un quai et qui vont rentrer dans un camion. Tout le reste de la granularité, on le maîtrise pas. Or, il y a des flux logistiques, il y a des interactions financières, il y a des systèmes, il y a la communication de nos marques, maîtriser les plans marketing. Et tout ça, on le demande à une seule personne qui va être l'interface d'un client. Donc, je suis extrêmement attentif à avoir au sein de mon équipe des profils très complémentaires. Et je crois qu'à la fin, c'est ce qui finit de me faire décider. Je me pose toujours la question à la sortie d'un entretien, si je me suis senti emporté pendant l'entretien. Est-ce qu'il y a un moment pendant cette heure-là où finalement c'est plus moi qui drivais parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un qui a su m'emporter, et c'est souvent ce qui fait la différence. Parfait. J'aimerais qu'on passe à la partie 3 de notre podcast et les dernières petites questions de fin. Je dis petites, mais elles sont pas pour le moins fondamentales. C'est quoi le conseil que tu donnerais à la majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale, qui se disent « Ah, en fait, la vente, ça se fait pas juste sur un coin de serviette et ça ne s'improvise plus et on a besoin de méthodes. » Tu leur dirais de commencer par quoi pour performer rapidement aujourd'hui ? Un basique qu'on oublie parfois, c'est quoi mon réel objectif ? C'est de ramener les réflexions au réel objectif commercial qu'on peut avoir. Et souvent, on confond l'objectif et les leviers, on confond l'objectif et les moyens d'y parvenir, mais quel est finalement le quatrième pourquoi ? Et j'encourage tous les dirigeants, tous les managers, dans leurs interactions du quotidien comme dans leurs réflexions de refonte d'organisation, à constamment se reposer cette question de c'est quoi l'objectif. Ça paraît binaire, mais ça aide énormément la réflexion. Et je rajouterais, une fois que je suis sûr de l'objectif, quel est mon niveau de satisfaction ? Parce qu'à un moment, il faut démarrer. Tu peux constamment te dire je peux faire mieux, c'est bien, c'est une preuve d'ambition. Maintenant, il faut aussi savoir se donner un niveau de satisfaction à partir duquel on passe à l'étape suivante. Parfois, réfléchir à bien faire, c'est moins important que faire. Finalement. Exactement. Donc, 1, être très clair sur l'objectif. 2, écrire à l'avance le niveau de satisfaction auquel on passera à l'étape d'après. Et 3, je rajouterais de vérifier que l'objectif, il est parfaitement clair également pour mes équipes. J'ai bien aimé le quatrième pourquoi, parce qu'on dirait le titre d'un livre sur la vente. Trouvez-vous le quatrième pourquoi, The Fourth Why. Ça pourrait être un livre de développement professionnel. Pour aligner vos équipes, la technologie a une importance capitale. C'est quoi les outils indispensables pour les commerciaux chez Nestlé Waters ? Donc oui, pour les outils, j'ai envie de te dire, le plus simple, le meilleur. On a 2 outils principaux utilisés par la force de vente. Un CRM qui est la base du fichier client et l'outil qui sert à tout retranscrire, tout communiquer entre les équipes. Exactement. Et un deuxième outil qui est développé en interne, qui est finalement une plateforme qui peut être amont ou aval, sur laquelle on charge l'intégralité des documents qu'on a envie de partager avec les équipes de vente, les argumentaires, les plans prioritaires de référencement, des outils, des simulateurs de marge qui sont utilisés avec nos clients, qu'on plug sur la plateforme et auxquels ont accès l'intégralité des commerciaux. Oui, donc vous avez été quand même forcé pour aligner toute votre communication sur les besoins, ce qui a été promis aux clients, ce qui a été délivré. Vous avez besoin de développer vos propres outils aussi. Là, quand on parle de cette plateforme, c'est quelque chose que vous avez personnalisé. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années ? Par exemple, est-ce que l'IA va changer un petit peu vos méthodes commerciales ? Qu'est-ce qui vous fait gagner du temps ? Sur l'IA, c'est encore un peu tôt. À mon niveau et au niveau de l'équipe, on commence à l'utiliser notamment quand il s'agit de travailler sur des éléments de PLV, le développement d'outils pour nos clients enseignes nationales, la réflexion sur des call to action ou sur des claim shoppers. J'aurais mis 50 minutes à réussir à te le faire, mais tu as dit PLV
Et c'est publicité sur le lieu de vente. C'est ce que je regardais rapidement. Sur les publicité mais effectivement, celui-là, je suis pas sûr qu'on puisse tous l'avoir, mais c'est-à-dire publicité sur le lieu de vente. J'ai potassé un petit peu, mais j'ai dû le vérifier. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente? Quand j'ai démarré, j'étais inquiet du lendemain. Et finalement, mes inquiétudes sont pour la plupart jamais arrivées. Donc le premier conseil, c'est fais le business que tu as à faire tout de suite, prends les opportunités. Et demain, il y aura forcément des problématiques, il y aura forcément des challenges, mais tu sauras les gérer. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on s'est dit avant, sur le fait de faire avant de réfléchir au fait de bien faire. C'est vraiment ça. Et en même temps, je trouve que c'est un réflexe de commercial de se dire est-ce que tout va bien se passer demain? Est-ce que j'ai fait les choses aujourd'hui suffisamment bien pour que tout se passe bien demain? Je trouve que ça correspond un peu au reste de ton propos. Mais aie confiance parce que demain, tu sauras le gérer. Et ça, c'est vrai professionnellement, mais c'est vrai dans la vie. Prends ce qu'il y a à apprendre tout de suite, signe-le, et puis demain, tu sauras gérer. Et peut-être la deuxième chose, le deuxième conseil, c'est quoi le risque? Finalement, tu te poses une question, c'est quoi l'opportunité, mais au pire, c'est quoi le risque? Et ça aide souvent à décider. Je jette ta monture et ton cœur suivra. Est-ce que tu as 2-3 objets culturels, des inspirations de livres, de films, d'outils qui peuvent peut-être être de bonnes recommandations pour les directeurs commerciaux qui nous écoutent? J'imagine que certains ont les mêmes références, mais comme j'ai conscience qu'il y a des générations plus jeunes qui nous écoutent, je vais parler de films qui moi m'ont marqué, que je regarde encore et qui me ramènent à cet entretien de vente en permanence. Le premier, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, au moment où Belmondo parle à Anconina et lui dit 20 fois de suite qu'il a souvent l'air surpris. Je trouve que c'est une école de vente incroyable, de contrôle de soi, de maîtrise de soi et du non-verbal. Le deuxième, ce serait Les Initiés ou Le Loup de Wall Street, où là on a des assoiffés de vente et de négo, brillants, à la fois par leur argumentaire que leur charisme, et on en revient à l'énergie dont je t'ai parlé en tout début de podcast. Ces gens-là, on a envie de tout leur acheter, parce qu'au-delà de vendre un produit, ils présentent une énergie qu'on a envie pour soi, qu'on a envie pour son entreprise quand on est client. Une conviction et des méthodes et une énergie qu'on espère aussi contagieuse que tes bons conseils, Clément. Merci beaucoup pour cet épisode qui du coup touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Clément d'avoir participé à Vive la Vente. Merci à vous. Et je vous rappelle de nous mettre un commentaire et une note si vous êtes sur Apple Podcast et Spotify. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour notre prochain épisode. Et bien sûr, vive la vente. À bientôt.